Bonjour Henri. Bonjour. Alors, Henri Raximov, tu es un écrivain, euh, tu as enseigné la littérature française et tu viens de J'ai sortir. enseigné le français. La littérature française, c'est un grand mot. Parce que, bon, j'étais enseignant dans le secondaire. Donc, je dirais modestement, j'ai enseigné le français. Quelquefois, ça touchait la littérature. Et là, ça m'intéressait beaucoup plus. Quoique j'aimais bien enseigner la langue. Ça a toujours été une passion. D'ailleurs, j'ai appris la grammaire en enseignant. C'est-à-dire que la première génération de mes élèves, ils n'ont rien compris. Puisque moi-même, j'ai un problème par rapport au français, à la norme ou à la grammaire. Et c'est vraiment en l'enseignant que j'ai dû apprendre quelques règles de syntaxe, de morphologie, d'orthographe aussi. Voilà. Ça m'amène à ton nouveau livre qui vient de sortir, Heinz, qui raconte l'histoire. Alors, est-ce que le narrateur c'est toi, hein, vaste question. Je crois L'histoire que de ton. dans ce cas-là, on peut le dire sans trop risquer. Le narrateur, Oui, c'est-à-dire toi, oui, raconte l'histoire, enfin son rapport à son oncle maternel, qui s'appelle Henri Davidovitch, tu t'appelles Henri, Heinz en allemand. Hein. Et puis tu te demandes dans ce livre comment ta grand-mère maternelle pouvait bien parler, il te reste plus tellement de mots qu'elle pouvait dire. Quelle était sa façon de parler? C'est pour ça que j'enchaîne là-dessus, parce que tu parles des règles et puis de la langue. Comment est-ce qu'elle parlait, quoi? Et comment elle parlait? Français-français, français-yiddish, franco-yiddish, tu t'en souviens vraiment plus? non. Alors, j'ai très bien connu ma grand-mère, puisque c'est un des sujets du livre aussi, qui était une sorte de seconde mère, ou même de première mère pour moi, la vraie mère étant la seconde mère dans ce cas-là. Donc, je l'ai pratiqué, si je puis dire, pendant les 10 premières années de ma vie. Je dormais chez mes grands-parents, je me promenais avec eux, j'étais toujours fourré chez eux dans leur atelier de Schmattès ou à la maison, rue Bisson. Et alors, quand à un moment, quand j'imagine les gendarmes français venir frapper à leur porte en Charente où ils étaient assignés à résidence, et la réaction de ma grand-mère, je voudrais la faire parler avec son langage, son intonation, et je n'ai plus rien dans l'oreille. Alors c'est ça qui me semble tragique et incompréhensible. Je ne m'attendais pas à ce moment-là à tomber sur cet inconnu-là. Je ne peux que imaginer la façon dont elle parlait. Et tout à l'heure, à propos du caméscope, tu as dit un caque, Kakemaike. un kakemaike. Ça, c'est ma mère. Ça, c'est ta mère. Oui. C'était quoi le prénom de ta mère? Anna. Et ta grand-mère? Mattel. Alors, tu as dit ils étaient assignés. Et dans le livre, tu dis ils n'étaient pas asilés, ils n'étaient pas des gens à qui on avait donné l'asile, pour le dire clairement, ils étaient assignés. C'est quoi la différence entre asilé et Voilà, assigné? c'est Parce une que grande... ça, tu le dis dans le livre. Oui, oui, parce que j'ai fait quelques recherches en archives et je suis tombé en archives départementales, Charente, etc. Et je suis tombé donc sur des listes nominatives, liste des asilés, liste des assignés, liste des travailleurs étrangers, etc. Liste des ressortissants par nationalité employés comme travailleurs, bon, etc. Et alors j'ai découvert ce mot asilé. C'était vraisemblablement les Espagnols républicains à qui la France avait généreusement donné le droit d'asile dans le sud de la France en principe, ou plutôt après les avoir mis dans des camps à Gurs, etc., où les Juifs allaient les rejoindre ensuite. Voilà, et les miens, enfin les miens, mes grands-parents maternels étaient donc assignés à résidence. Je peux à peine te dire ce que ça veut dire. Pourquoi sont-ils partis à telle date de Paris, en l'occurrence en septembre 42, donc 2 mois après la rafle du Veldiv? Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi la Charente? Tu me diras pourquoi pas la Charente? Mais J'ai rien dit. je devance mon objection. Euh, Est-ce qu'ils avaient un contact là? Est-ce qu'ils savaient qu'ils auraient du travail? Alors en effet, bon, voilà. Et donc je me suis rendu sur ce lieu-là où ils étaient et dont ma mère m'avait parlé parce qu'elle-même avait eu la velléité de se rendre là.
Je me souviens qu'elle disait à mon père, lorsqu'on allait en vacances à Royan ou à Saint-Jean-de-Mont ou à La Baule, on pouvait passer par là, mais finalement on ne l'a jamais fait, donc c'est moi qui l'ai fait 40 ans plus tard. Mais alors, ça serait intéressant de reprendre cette histoire de cet oncle maternel, c'est le frère du côté de ta mère, enfin du côté de ta grand-mère maternelle plutôt. Oui, c'est le fils de ma grand-mère, enfin le frère de ma mère. C'est le frère de ta mère. Le frère oui, aîné. Le frère aîné de ta mère. Et alors, comment tu en as entendu parler? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tout le livre tourne autour du silence. Oui. Puisque tu dis à un moment donné qu'on a enterré, c'est comme si on avait enterré Henri, mais on avait enterré le silence autour de lui aussi, comme un objet qui accompagne le défunt, qui est important pour lui, mais plus pour personne d'autre. Qu'est-ce que c'est que ce Henri qu'on enterre avec un silence dans ta famille? Comment tu as pu en entendre parler? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas une histoire si typique, enfin plutôt si personnelle, si originale, si j'allais dire plutôt atypique. C'est une histoire assez générale, je crois. Parmi les deux personnes proches de moi dans ma famille qui ont été déportées, ma grand-mère paternelle s'appelait Rivka et cet oncle maternel, je ne sais, par exemple sur ma grand-mère Rivka, je ne sais strictement rien. Je n'ai pas posé de questions, certes, mais parce qu'on ne m'en a rien dit, donc je n'ai pas été amené, enfant ou adolescent, plus tard, à poser des questions à mon père. Comment était ta mère? Parce que je crois qu'il y a une raison à ça. C'est une histoire compliquée. Pourquoi de leur part le silence? Pourquoi de ma part le silence aussi, sous la forme d'une absence de questions? Comment était ta mère? Voilà. Quel était son caractère? Comment tu t'entendais avec lui? Eh bien, je ne sais rien là-dessus. Donc, d'une chose dont on ne te parle pas, dont tu penses qu'on devrait te parler, eh bien, tu fais toi-même le silence, puisque tu considères, et c'était le cas, que c'était quelque chose de tabou. Voilà. C'est ça, enterrer le silence? C'est faire silence, en tout cas. C'est enterrer, non, parce que pour ma mère, son frère, et pour mon père, sa mère, c'était pas des objets, des êtres, ni inconnus, ni auxquels qu'ils avaient balayé. C'était des objets constants de leurs préoccupations, de leurs pensées, de leur affection, de leur deuil ou de leur non-deuil. Donc c'est dans la transmission qu'il y a eu rupture. Et le fait de porter ce prénom de Henri, alors ça te fait quoi? Oh ben, ça c'est tout le livre, oui. C'est toute ma vie. Oui. Parce que tu l'écris tard quand même. Je l'écris tard parce que précisément le point de départ, ça n'a pas été tellement l'oncle lui-même, qui ne m'est rien. Non seulement je ne l'ai pas connu par définition, mais je n'ai jamais eu tellement de curiosité à son égard. Quelqu'un dont on ne t'a jamais parlé, qui ne t'est rien, qui ne t'a pas transmis quelque chose, qui n'a pas fait quelque chose parce qu'il est mort, il était déporté à 19 ans. Bon, voilà, on sait qu'il a existé, point. Je me souviens plus ce que je voulais dire. Mais c'est l'histoire de ta vie. C'est l'histoire de ma vie, oui, et voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que le point de départ, ça n'a pas été l'oncle lui-même, ça a été mon rapport avec ma mère. C'est-à-dire que depuis tout le temps, depuis l'enfance, nous avons été assez hostiles et constamment hostiles l'un envers l'autre. Il m'a fallu, rien que pour dire ça, il m'a fallu 60 ans. Reconnaître, voilà, c'est pas un déficit d'amour, où elle m'aimait mal, ou je l'aimais mal, ou je n'arrivais pas à lui parler, elle non plus, etc. Non, c'est qu'on avait probablement un grave contentieux. Et donc, il a fallu que j'aille à la recherche, pas du temps perdu, mais d'une certaine façon aussi, de ce contentieux. C'est Henri. Et ce contentieux, à partir du moment où j'ai décidé de réfléchir à cette chose-là, d'oser réfléchir à ça, c'est évidemment la figure de cet Henri, c'est-à-dire, je dis quelque part H et H', le vrai et le faux, le réel et l'ersatz, ou un truc comme ça, qui pouvait constituer la clé de cette mésentente constante. Tu as fait un bout d'analyse.
Voilà, pour ne rien te cacher, j'ai fait un bout d'analyse. Et Et c'est ça que tu as élaboré. Ça se sent, je crois que eh ben, j'espère que ça se sent pas trop, parce que... Non, ça se sent pas trop, mais moi je l'ai senti. Oui, oui. D'abord parce que je sais que tu as fait un bout d'analyse, parce que tu me l'as dit, c'est pas un secret. Deuxièmement, parce que ça se sent quand même. Parce qu'on sent que là, tu ramènes des choses à quelque chose de très important. Et notamment, en analyse, j'avais réfléchi sur ce tableau de Léonard de Vinci, Sainte Anne, Marie, et l'enfant Jésus, et Saint Jean-Baptiste, et l'agneau, voilà, un tableau très célèbre qu'on voit au Louvre, où le Sainte Anne et Marie Marie est sur les genoux de sa mère, et elles forment un peu comme une seule personne, on n'arrive pas à les différencier, elles ont quasiment le même visage, on ne voit pas que l'une est beaucoup plus vieille que l'autre, et c'est comme si elles avaient un seul corps avec deux têtes, quoi. Et le petit Jésus, innocent, il va pour jouer vers l'agneau. L'agneau qui est le sacrifice, donc qui est la mort à venir. Et ce tableau m'a toujours... Et durant le temps de mon analyse, j'allais constamment au Louvre. J'y suis allé, je sais pas, 15 fois, et revoir constamment ce tableau-là, pour essayer d'en tirer... Alors bien sûr, j'avais lu Freud, de Souvenirs d'enfance, de Vinci, etc., pour en tirer un sens comme ça d'un enfant qui a en quelque sorte deux mères. L'une qui serait bonne, l'autre qui serait méchante, mauvaise, mais en fait c'est l'inverse. Enfin, c'est compliqué, parce que c'est compliqué, on n'a pas beaucoup de temps pour ça, mais ma grand-mère pour moi était la bonne mère et ma mère était la mauvaise mère. Mais en y réfléchissant, je me dis, c'est l'inverse, c'est sa mère à elle qui lui a fait du mal en me prenant, me captant, en m'accaparant, en me faisant remplacer son fils Henri. Et ma mère a été en quelque sorte dépossédée de sa maternité, parce qu'elle était très jeune, elle avait 18 ans lorsque je suis né. Et bon, voilà, j'ai voulu détricoter cette histoire complexe-là. À un moment donné, dans le livre, tu fais des recherches et puis on te dit, mais vous pouvez avoir des dédommagements parce qu'ils ont été spoliés, vos grands-parents. Et tu dis, puis spoliés de la vie. C'est quoi cette histoire? Comment on peut avoir des dédommagements d'une spoliation de la vie? Ça veut dire quoi pour toi? Pourquoi tu dis ça? C'est compliqué cette histoire, elle est très ambivalente. Il n'y a pas que du mauvais. Je veux dire, il y a des spoliations matérielles. Et il y a une spoliation de la vie elle-même. Je ne sais pas, ça s'appelle peut-être les réparations, j'emploie beaucoup le mot allemand Wiedergutmachen. Rendre bien à nouveau, réparer, voilà, réparer. Et il y a eu, comme tu sais, des réparations après la guerre. Bon. Et je ne mets pas du tout ça en cause. Mais en l'occurrence, mes grands-parents, qui ont été spoliés comme beaucoup de gens, eux, c'était un petit atelier de Schmattès, il n'y avait rien à voler, mais ça a été quand même spolié. Voilà, quand ils sont revenus, il n'y avait plus rien. Une machine à coudre, enfin, choses comme ça. Et mes grands-parents n'ont jamais voulu être dédommagés de ça. Parce que pour eux, ils l'associaient avec la perte de leur fils. Donc à toutes les questions, avez-vous été spolié, ceci, cela, ils ont répondu non, non, non. Et bien plus tard, mon père à moi me disait, tu sais, tes grands-parents ont été spoliés, tu peux prétendre à quelque chose. Et là, j'ai eu un peu de morale en me disant, moi, je suis né après la guerre, j'ai été spolié de rien, eux-mêmes auraient pu être dédommagés et n'ont pas voulu pour des raisons morales qui les honorent, en tout cas qui est leur point de vue. Comment vais-je me substituer à eux pour être remboursé? Enfin, c'est des mots affreux à leur place. Et puis j'ai posé des questions à des avocats, à des magistrats, à des juristes. Et ils m'ont dit, voilà la question du droit, simplement du droit. On a volé un objet à tes parents, on ne leur a pas rendu. Pourquoi toi, tu ne pourrais pas récupérer symboliquement la valeur de cet objet? C'est matériel, c'est pas... On n'est pas dédommagé pour la mort, on est dédommagé là, en l'occurrence, pour un bien spolié au sens matériel et juridique du terme. Maintenant, on ne peut pas ne pas l'associer à la réparation pour la déportation d'un membre de sa famille, et ça, c'est plus embêtant. Alors justement, tu en parles de la réparation, tu dis réparer quoi? Et on ne peut rien réparer, on peut rafistoler, enfin il y a toute une série de verbes que tu utilises. Oui, alors mon père à l'époque, qui était plus
pas plus matérialiste, mais plus pragmatique, un gros bon sens pragmatique, disait d'ailleurs à mes grands-parents, à ses beaux-parents à lui, prenez tout ce que vous pouvez des Allemands. Leur pardonnez, même bien sûr que vous ne pardonnez pas, mais prenez-leur ce que vous pouvez. Voilà. C'est le point de vue pragmatique. Mais bon, c'est pas des discussions tellement qui me sont d'autant plus culpabilisantes que nous sommes nés après. Voilà. Et quelle est notre voix au chapitre dans ces questions-là? À la fin du livre, tu dis, je ne voulais pas rien dire, je voulais dire le rien. Et tu parles dans le livre de Flaubert. Oui. Alors, comment tu... Bon, Flaubert voulait faire un livre sur rien. Cela dit, il n'a pas fait rien sur rien, il a fait quelque chose sur quelque chose. Je n'ai pas rien à dire. C'est pas exactement ça, donc c'est j'ai à dire le rien. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a très vite, pour les familles de juifs d'Europe qui ont vécu pendant la guerre, et s'agissant de la transmission à leurs enfants, à leurs petits-enfants, on bute très vite sur de l'inconnaissable, sur de l'inconnu, ne serait-ce que dans la généalogie. Voilà. On bute tout de suite sur un rien, une absence. Bon, l'absence dans la déportation du lieu, du comment, du quand, du cadavre, du post-cadavre, etc. Toute chose qui n'est plus, qui n'existe plus, qui n'est plus rien, pas de tombe, etc. Bon. L'inconnu aussi de personnes que nous n'avons pas connues, qui n'existent qu'en photo, quand bien même nous avons une photo. Donc, faisant une enquête sur quelqu'un, sur cette personne-là, dont on ne m'a pas dit grand-chose, 3 anecdotes, dont je retrouve quelques bribes dans tel fonds d'archives, son carnet scolaire par exemple, en l'occurrence assez médiocre. Sur cet être-là, qu'ai-je à dire? Quel est mon affect réel, sincère, quand j'y pense? Voilà, c'est toutes ces choses-là que je remue là-dedans. Je te remercie beaucoup, Henri. Merci à toi.